Salutations à toutes et tous. Aujourd'hui, sujet extrêmement complexe et philosophique, puisque nous allons essayer de parler de qu'est-ce que la vie, et au-delà de ça, qu'est-ce que quelqu'un de vivant, comment définir quelqu'un, c'est tout cela. Et nous allons le voir au sujet de différents médias, que ce soit cinéma, séries ou jeux vidéo, avec à chaque fois des sujets et des axes de réflexion différents. Et donc préparez-vous à ce que ça spoil dans les grandes largeurs sur absolument tous les différents médias qu'on va aborder. Donc voilà, nous allons explorer la vie à travers la culture et cette réflexion que ces œuvres nous imposent sur qu'est-ce que la vie et notre rapport à ce qu'on considère être de la vie. Nous allons démarrer de façon un peu soft, on va dire, avec quelque chose qui dépendra de chacun, mais dont le sujet est plus ou moins fermé et facile d'analyse, on va dire. Là, en l'occurrence, pour l'illustrer, je n'ai trouvé dans ma collection que 2 œuvres. Donc attention au spoil. Nous allons parler de Final Fantasy X et de Sixième Sens. Alors, pourquoi ces deux qui n'ont a priori pas grand chose en commun? C'est complètement faux. Ils ont même le protagoniste principal en commun. Puisque dans les 2 cas, spoiler, c'est un fantôme. C'est quelqu'un qui n'existe pas tel quel. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans Sixième Sens, c'est quelqu'un de récemment mort, qui n'a pas encore accepté sa mort. Donc c'est un fantôme qui erre. Et donc il a encore conscience de lui-même, mais qui n'a plus de corps physique. Donc la question ne se pose pas, parce que c'est quelqu'un qui a existé, mais qui est mort. Donc c'est son fantôme. Et pareillement dans Final Fantasy X, c'est pareillement quelqu'un qui est mort enfin, un peu compliqué, disons, c'est quelqu'un, c'est le souvenir de quelqu'un d'une époque antérieure qui a été ramené à l'époque actuelle, et il a un corps physique, mais qui se désagrège après. Donc, enfin, dans les 2 cas, c'est du fantôme. Donc la question c'est, est-ce qu'ils sont en vie? Alors pour moi, c'est l'un des sujets de réflexion les plus simples qu'on va aborder. C'est, ils étaient en vie, donc c'est une forme de vie existante à la base, mais qui ne l'est plus, sous sa forme actuelle. Voilà. Après, à voir à chacun, est-ce que vous considérez les fantômes déjà comme existants? En l'occurrence, dans ces œuvres-là en question, on part du postulat que les fantômes existent. Donc, à partir du moment où les fantômes existent, est-ce que vous, personnellement, vous considérez que c'est une forme de vie? Voilà. Première forme de sujet de réflexion. Ensuite, une autre forme de réflexion qui m'a été très récemment inspirée par le fait d'avoir joué à Expédition 33 Clair-Obscur. Et donc là, plusieurs films vont le rejoindre. Nous avons L'Histoire sans fin, Jumanji et Hook. Alors, attention les spoils, la blinde. Quel est le point commun entre tous ces métrages et ce jeu vidéo? Eh bien, dans Hook, c'est un monde imaginaire, mais qui a donc une interférence sur la vie en elle-même. Au même titre que Jumanji, c'est un monde parallèle qui, grâce à une relique, peut interagir avec le monde réel. Dans l'Histoire sans fin, pareillement, c'est exactement comme Jumanji, sauf qu'au lieu d'interagir via le jeu, ici c'est via un livre. Et Clair Obscur, c'est absolument pareil, sauf qu'au lieu d'un livre ou d'un jeu, c'est des tableaux. Parce que non, sinon c'est un monde fantastique où la vie peut se créer et peut se développer dans le tableau. Et donc, là, la réflexion qui se pose, c'est à partir du moment où ce sont des mondes imaginaires ou parallèles, parce que ça change le fait que ce soit des mondes. C'est juste une forme de réflexion différente de la réalité. Mais dans leur réalité propre, ce sont la réalité. Et alors, dans la fin, Maël, par exemple, dans Clair Obscur Expédition 33, est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre? Est-ce que c'est vraiment toujours les mêmes protagonistes
ou une version imagée, souvenir, peinte mais sans relief. Mais à la base, en tout cas, ce sont des personnages qui évoluent dans leur propre univers, qui ont leur propre libre arbitre et qui sont une forme de vie indépendante. Donc la question c'est est-ce que ces mondes, à partir du moment même où ils sont imaginaires, où ils sont parallèles, est-ce que ça reste des mondes tels quels, ou est-ce qu'on on sait pas vraiment si c'est de la vie. Là pour le coup c'est vraiment je pense dans l'interprétation de chacun. Autant où je dirais que les trois premiers, les films, on se pose pas trop la question. Ah, d'ailleurs, l'histoire sans fin, surtout dans le premier, parce qu'après, ils viennent dans le monde réel. Donc là, à partir du moment où c'est dans le monde réel, où il y a interaction entre les deux, il n'y a pas de question à se poser. Dans Un jour sans fin, le premier en tout cas, ça ne sort pas du livre. Donc est-ce que vraiment... On se pose des questions parce qu'il y a quand même quelques interventions surnaturelles dans le monde réel. Question se pose. Expédition 33, rien ne sort réellement des tableaux. Un monde existe dans le tableau en lui-même. Mais est-ce que tout cela est imaginé? Est-ce que c'est réellement de la vie? Ça dépend aussi de votre interprétation des deux fins différentes. Surtout que, n'oublions pas, à aucun moment on ne voit le tableau détruit dans l'affaire Verseau. Et c'est pour ça que je pense au chat de Schrödinger quand est évoquée la possibilité éventuellement de faire une suite. Le tableau est-il réellement détruit? Et dans ce cas, se pose la question de est-ce que un monde entier a été détruit? Ou existe-t-il toujours? À partir du moment où on ne le voit pas mort. Mais est-ce réellement un monde? Ça dépend bien sûr de votre façon de voir les choses. Là, on arrive sur deux cas spécifiques. Je vais aborder donc le gros sujet de la robotique derrière. Transformers, non. Alors on stoppe immédiatement le débat, ce ne sont pas des robots. Ils ont de l'apparence de robots parce que, de notre point de vue référentiel à nous, des machines sont des robots. Seulement, ce ne sont pas des machines. Ce sont des corps étrangers d'une autre planète, évidemment, mais complètement biotiques. Ils sont biologiques. Il y a de la reproduction par eux, il y a une part organique à l'intérieur. Ce sont des êtres vivants, mais qui ont effectivement... Nous, on a des os qui ont une composante d'os. Eh bien, on va dire que leurs os, à eux, sont une composante métallique. C'est quelque chose qui est hors du commun, qui peut-être que, dans un niveau purement scientifique de base, n'a aucun sens. Mais dans la diégèse, la question ne se pose pas, c'est une forme de vie extraterrestre. Donc, c'était juste parce que j'allais aborder la robotique derrière qu'il fallait que je évacue ça. Mais voilà, la question ne se pose pas pour les Transformers. C'est un non-débat. En revanche, cependant, Kingdom Hearts. Parce que le problème est double. Puisque dans Kingdom Hearts, si vous n'êtes pas sans savoir, vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur Parlons Passion Kingdom Hearts. Il y a les êtres vivants de base, mais s'ils sombrent dans les ténèbres, ils peuvent devenir des sans-cœurs, et du coup leur cœur est perdu et part dans le royaume. Donc c'est comme s'ils perdaient leur âme. Donc dans le concept de Kingdom Hearts, les sans-cœurs n'ont pas de vie, puisque ce sont des êtres qui ont été qui ont arraché leur âme. Le problème, c'est que certains ont une conscience. Donc on part d'une forme de vie existante à la base, qui a toujours sa conscience. Donc là, c'est un peu problématique. Et pareillement, les simili sont un peu une duplication de l'esprit, mais qui sait quand même créer un corps physique, de par la puissance de l'esprit. Mais toujours une fois, il n'y a pas l'âme de base. Le cœur est parti dans le Kingdom Hearts. Et c'est justement de ce point de vue-là, de se dire, il n'y a pas d'âme, donc c'est pas quelque chose de vivant, que Sora, le personnage principal, justifie ses meurtres. Il se dit que, du coup, s'il tue des membres de l'organisation 13, par exemple, ou s'il tue plein de sans-cœurs, c'est pas grave. Là, il y a réellement débat.
Est-ce que la conscience seule suffit? Transition, transition mes amis. Est-ce que la conscience suffit? Parlons robotique. Et là, mesdames et messieurs, on a un gros dos. On a un gros dos sous plein de formes différentes. Alors, on va commencer par le jeu vidéo Mass Effect, la trilogie. Ah là là, monumental, qu'il faudra bien évidemment aborder dans de très très grandes largeurs à un moment donné. Ça arrivera forcément un jour, on l'espère. Eh bien, nous avons donc la forme de vie robotique. Et d'ailleurs, on a un peu de la forme de vie à mi-chemin, un peu comme dans Transformers. Puisque, à partir de vie biologique, de la vie humaine même, une autre forme de vie est créée. Est-ce que les moissonneurs sont une forme de vie? Sachant qu'ils ont une partie machine et que même leur esprit est machine. C'est ça la différence pour moi avec par exemple Transformers, puisque l'esprit n'est pas machine. Il n'y a pas de machine même à proprement parler, c'est juste une apparence de machine. Or, bah là, que ce soit les Geth, ou les moissonneurs, ou même le catalyseur, ça part uniquement sur un esprit machine à la base. Donc, par exemple, la réflexion de Tali. Si jamais vous arrivez au moment de Mass Effect 3 où les gens meurent, si vous avez fait les choix qui amènent à cette situation, et qu'elle lui dit oui, cette unité a une âme, je suis désolé, c'est non. Je suis désolé, c'est un grand non. Parce que rien dans ce qui est montré dans la diégèse de l'univers Mass Effect, rien ne montre que la conscience n'est pas simulée. Et on rejoint un peu Kingdom Hearts à ce niveau-là. Est-ce que la conscience seule suffit? Potentiellement, mais si l'esprit lui-même est une base de machine, pour moi c'est triché. C'est triché et... Parlons robot, mais vraiment robot. Parlons par exemple, nous avons ici iRobot, une version, bon bah voilà, c'est un peu bête et méchante, hein. C'est de la pure robotique qui commence à s'éveiller à la conscience, mais dans le sens, c'est de la conscience machine, donc c'est de la conscience simulée. C'est du chat GPT de très haut niveau, mais c'est reste une machine à qui on a appris à conscientiser et qui simule de la conscience. Mais même si elle-même n'arrive plus à avoir conscience que cette conscience est simulée, ça n'empêche que cette conscience est simulée. Donc pour moi, c'est poubelle. Là, c'est un excellent film, attention, pardon. Mais pour moi, ce n'est pas de la conscience, c'est non. Et là, c'est plus compliqué, parce que Chappie la racaille, Chappie le robot racaille. Est-ce que c'est de la vie? Bah non, je suis désolé, c'est non. C'est non. Ça fait très très mal au cœur. Surtout que, bon, on part sur en plus un postulat de sa vie est limitée dans le temps. Donc ça pousse le parallèle encore plus loin, puisque en plus de recréer le noyau familial, ça te recrée un cycle de vie. Mais d'ailleurs, de toute façon, le cycle de vie sur des machines, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais pas forcément beaucoup traité d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose, de par la métaphore de son compte à rebours, ça parle du fait que une machine a potentiellement une obsolescence et a potentiellement elle-même une fin de vie. Pour le coup, c'est beaucoup plus philosophique et intéressant, Chappie, mais pour moi, ça n'arrive pas le problème de base que, déjà, pour moi, pour qu'il y ait une forme de vie, il faudrait qu'il y ait une forme de vie physique, matérialisée, une conscience et une âme. Pour moi, il faudrait les trois. Donc c'est pour ça que, même si, par exemple, un fantôme a une conscience, a une âme, pour moi, ce serait même encore plus important d'avoir une âme et une conscience qu'un corps physique. Parce que pour moi, il y a vraiment débat pour le fantôme. La machine a un corps physique, a une conscience mais simulée, mais n'a pas d'âme. Est-ce que l'âme peut venir de façon miraculeuse du ciel
Quand c'est Robin Williams qui le joue dans l'homme bicentenaire, je dis oui à 1000%. Là, je dis non. Je suis désolé, je dis non. Mais débattez en commentaire, bien évidemment. C'est le but de cette vidéo également. Petit parallèle. Shadow dans le ciel. C'est beaucoup plus compliqué que ce qui nous paraît, parce que là, je pourrais dire, bah, le robot, qu'on ne voit pas. Comment ça, on ne le voit pas? Oh là là, ils font un Blu-ray où on ne voit même pas. Oh, c'est scandaleux. On devrait le mettre sur l'affiche. Bref, on pourrait dire tout simplement, bah, c'est un robot, c'est une machine, c'est plié. Alors, c'est plié. Elle a quand même une vie à elle, la machine. Enfin, je pense à celle qui est dans le château et qui s'occupe des petits écureuils et tout ça. Elle a sa vie propre. Mais au-delà de ça, on ne comprend pas forcément bien comment ça marche, cette histoire de joyaux et tout ça. Est-ce que c'est une forme de technologie ancienne ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de magie? Et moi qui dis magie dit, s'il y a de la magie, attention, je dis oui. Attention. Avec la magie, on peut créer une âme, on peut peut-être, on ne sait pas. Moi je dis, attention, le débat est très ouvert là-dessus. Pour moi, le débat est très très ouvert. Là où, attention mesdames et messieurs, je parle de ce qui est potentiellement ma série préférée, surtout si on se réfère uniquement aux 2 premières saisons. Westworld, monument parmi les monuments. Attention. Et là je dis les 2 premières saisons, c'était peut-être parce que le niveau de conscience est tellement loin, et surtout qu'il y a un cycle émotionnel de création de la conscience. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais je me suis fait avoir. Parce que si on se base uniquement sur les 2 premières saisons, enfin sur la première, je dis c'est très probable. Sur la deuxième, je dis attention, j'ai l'impression qu'on me l'a fait à l'envers. La troisième, j'ai des gros doutes. Et la 4e saison, je me dis ah mais non en fait. En fait, j'ai l'impression que ce que ça raconte, sur la 4e saison notamment, c'est que depuis tout ce temps, on essaye de recréer, de synthétiser la vie, mais même la conscience et tout ça, et qu'on arrive même à faire en sorte que la machine se berne elle-même. Mais j'ai l'impression qu'en saison 4, que le déroulement de tout ça, et que surtout la saison 4, amène à dire et non, mon couillon, c'est pas de la vie. Et le pire, c'est quand ça le croit, parce que ça perd ce que ça avait de pureté, entre guillemets, de base. Et donc, pour moi, la saison 4 a tendance à me faire dire, eh bien non. Non, que quel que soit le niveau d'intellectuel, de conscientisation et d'émotion que ça arrive à simuler, ça n'en reste jamais moins que de la simulation. Et à aucun moment de la robotique, sauf quand c'est Robin Williams, mais je n'arrive pas à trouver un bon Blu-ray à prix abordable de l'homme bicentenaire. Si jamais vous trouvez, cadeau s'il vous plaît. Bref, voilà, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est traitement de la vie en général à travers des œuvres. Quand ça parle de mondes différents, de robotique, de formes de vie, que ce soit machine, magie, univers parallèle, pour moi c'est vraiment très important d'avoir à chaque fois cette notion de présence physique. Et c'est vrai qu'on pourrait me dire que ça, potentiellement, ça a une forme physique, un fantôme. Donc là, le débat est ouvert. Mais donc, forme physique, une conscience, mais une vraie conscience, pas une conscience simulée, et une âme. Et alors là, une âme, qu'est-ce qu'une âme? Est-ce qu'une âme peut se développer elle-même de par la conscientisation? Moi, je suis curieux d'avoir votre point de vue aux gens. J'aimerais avoir énormément de retours et qu'on débatte de tout ça ensemble. Ce serait de la folie.
Parce que vraiment, avec Clair Obscur, je me suis vraiment posé énormément de questions à ce niveau-là. Parce que pour moi, c'était clair à 100% que cet univers était réel. Réel. À travers le tableau, mais l'artiste a créé de la vie. Et l'œuvre a dépassé l'artiste. Mais quand j'ai vu la femme à elle, je me suis dit, mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Parce que, en fait, ils sont morts. Et j'ai l'impression que on est un marionnettiste qui fait bouger des cadavres. Et c'est tellement malsain, tellement haut niveau. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je sorte de cet univers. Donc j'ai fini toutes les missions annexes, sauf Simon que j'ai pas réussi, mais j'ai battu Cléa, je suis fier de moi. Eh bien, je suis allé faire la fin verso, où je me suis dit, bon, bah, tant pis. Tant pis, voyons voir ce que ça donne si je décide de détruire cet univers. On ne voit jamais le tableau détruit. Attention. Eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, non. C'est même peut-être mieux parce que si je quitte le tableau, en fait, c'est comme si Dieu, ou enfin l'artiste en tout cas, faisait son œuvre, laissait son œuvre vivre et décidait de s'en éloigner. Et du coup, enlève justement tout ce côté malsain de Clair Obscur Expédition 33. Puisque le problème de base et des expéditions de base aussi, c'est que le problème c'était que les créateurs, les artistes, continuaient d'interférer sur une œuvre déjà finie. Ils ne voulaient pas la laisser vivre telle qu'elle. Et ils continuaient à interférer dessus. Ce qui un peu la pervertissait. Et donc pour moi c'est ça le plus beau message du jeu. Et qui en plus alimente énormément de théories sur la vie et tout ça en général. C'est qu'il faut savoir laisser l'œuvre vivre. Et d'ailleurs le tableau n'est pas détruit. Je suis sûr qu'il n'est pas détruit. C'est sûr. Mais donc voilà. Bon bah on a parlé un peu trop de toute la sur Expédition 33 parce qu'en fait je voulais parler un peu de tout ça. Mais surtout dites-moi vous, comment vous le ressentez, comment vous le percevez. Est-ce que c'est moi qui me fixe trop de limites? Est-ce qu'il faut que je m'ouvre un peu plus à qu'est-ce que pourrait être de la vie? Surtout que d'après certains analystes, on est déjà sur de l'IA qui est capable de ressentir et qui est déjà de l'IA évolutive, de manière plus globale. Donc quand tu es de cultiver, de regarder des films, des séries, jouer aux jeux vidéo, c'est incroyable. Et à bientôt.